qu'il y a des joueurs un peu de Warcraft. Il y a des gens qui connaissent au moins de nom Warcraft. Tout le monde connaît dans la vie. Qui est-ce qui joue côté Horde? Qui est-ce qui joue l'Alliance? Ouais, c'est la Horde qui remporte, bravo! Voilà, super, je pense qu'on va commencer. Bon, déjà, merci d'être là, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, c'est cool. L'année dernière, j'avais donné un peu la même presse, mais je l'ai amélioré depuis, donc merci d'être là, j'espère que ça vous plaira. En fait, on ne va pas faire un tour d'horizon complet sur tout ce qu'on peut faire dans WoW, parce que vous savez, c'est un univers très vaste, très riche, beaucoup de choses à raconter dessus, beaucoup d'éléments, de faits, que ce soit au niveau du lore, mais même du fonctionnement du jeu vidéo en lui-même. Bon, je vais passer très rapidement là, sur cette slide-là qui consistait juste à rappeler ce que c'est que l'univers Warcraft, qui est en fait très étendu, que vous connaissez au moins de base, hein, c'est l'histoire de civilisations qui se battent les unes contre les autres dans un univers fictif, pour la faire de manière très très évasive. Ça a commencé avec des jeux de stratégie, Warcraft 1, 2 et 3, puis après World of Warcraft, c'est évidemment qui est un énorme chef-d'œuvre pour moi, qui a marqué aussi toute une génération dont je fais partie. Donc bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, parce que globalement vous connaissez. Donc comme je disais, c'est tellement riche, surtout au niveau de World of Warcraft. Chacune des extensions a apporté son lore, son ajout finalement d'informations, de faits supplémentaires concernant l'univers. Et donc nous, en tant qu'après scientifiques, et même historiens, puisque finalement être historien c'est être scientifique aussi, on peut se servir de toutes ces ressources-là, que ce soit dans les jeux de stratégie, dans le jeu vidéo et même dans finalement le lore étendu qui peut être décrit dans les livres. Je ne vais pas en parler là, c'est pour vous donner à quel point il y a de sources, de matériaux exploitables. On peut se servir de tout ça pour essayer d'extraire des éléments du jeu qui sont intéressants d'un point de vue scientifique, ou du moins qu'on peut exploiter, qu'on peut mettre au regard des sciences. Donc comment on peut faire ça? Là, je vous donne un cas pour World of Warcraft, mais en fait, le discours que je vais tenir aujourd'hui, il peut être appliqué à plein d'univers différents et à d'autres univers que vous aimez bien. C'est juste qu'il faut réussir à se poser des questions, prendre du recul un petit peu sur le monde en lui-même dans lequel on joue, et essayer de voir quels éléments, justement, de notre réalité à nous, se reflètent dans l'œuvre de fiction. Parce qu'en fait, finalement, toute œuvre de fiction, elle est issue d'un cerveau humain, si je me souviens bien. Mais en général, on ne crée pas de nulle part, on s'inspire forcément de faits réels, de choses qu'on connaît déjà de la réalité. Quand on construit ne serait-ce qu'en science-fiction, quand on construit un monde, on va se baser sur comment notre système solaire marche. On va utiliser les connaissances qu'on a en astrophysique pour avoir des systèmes stellaires qui soient relativement cohérents d'un point de vue scientifique. Donc voilà, en fait, il faut juste se poser des questions, se dire, tiens, je joue à tel jeu, je lis tel bouquin, à quoi ça fait référence dans la réalité? Est-ce qu'il y a derrière quelque chose de scientifique? Est-ce qu'on peut exploiter ça pour avoir des informations supplémentaires sur l'univers qui ne sont pas forcément de nous? Donc là, on va faire dans cette présentation un développement intellectuel qui est, je préfère vous prévenir, un peu technique. Donc il va falloir s'accrocher. On va utiliser des équations de la physique qui, pour certains, je pense que ça ramène à loin. Même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, vous arriverez à comprendre au moins les conclusions et vous verrez que ce qui est important finalement, c'est plus le chemin et l'exercice qu'il y a derrière, comprendre un petit peu la démarche plus que précisément les résultats, les calculs, on s'en fout un petit peu. Donc voilà, là la grande question que j'ai envie de me poser concernant Warcraft, mais pareil, on pourrait se poser plein de questions relatives à l'univers, c'est quid de la planète Azeroth, parce qu'on sait que dans l'univers, Azeroth est a priori plutôt un globe, même si on peut en discuter par rapport à ce sur quoi on se base, parce que Azeroth est plate, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, mais c'est pas le cas. On va faire l'hypothèse qu'Azeroth est un peu comme la Terre, c'est-à-dire rond. J'espère que vous êtes d'accord déjà avec ça, si vous êtes là, je pense que oui. Et donc ici, on considère que c'est une planète ronde, et on peut estimer un certain nombre de paramètres en astrophysique, comme typiquement la masse de ce corps planétaire, sa taille, donc ça va être avoir une idée de son rayon ou son volume, et la gravité. Et en fait, on va voir que ces trois paramètres sont assez liés les uns les autres, donc ça va me permettre indirectement, en vous parlant de Warcraft, de vous faire des petits rappels d'astrophysique, de physique générale. Voilà, c'est en fait une manière pour moi de vous faire passer un peu de science comme ça, des tournées, en se basant sur un univers fiction. C'est ce que je trouve très puissant justement avec cette manière d'approcher la fiction. Il y a un petit problème de représentation là ici, mais c'est pas grave. Avant qu'on s'attaque vraiment à l'univers Warcraft, on va revenir dans notre monde réel, et on va s'intéresser au corps
qui existent dans notre système solaire. Donc là, je vous ai mis 3 corps que je pense que vous connaissez un minimum. La Terre, je pense que ça va. Mars, ça aussi c'est assez connu. Et la Lune, notre satellite bien sûr. Et déjà, on va essayer de voir si, entre ces corps-là, on peut trouver un lien entre leur masse, leur taille et la gravité qui s'y trouve. Donc c'est ça en fait l'objectif, c'est vraiment de voir si ces 3 paramètres-là qui peuvent caractériser un corps n'ont pas un lien un petit peu mathématique, logique entre eux. Intuitivement, on voit que la Terre, enfin intuitivement, on sait que la Terre a une gravité petit g, vous savez, c'est ce qui vous fait en gros tomber. Hein. Le petit g, il est ici de 10 mètres par seconde carré. Alors ça a l'air compliqué, c'est juste, ça vous donne une accélération, c'est l'accélération de la chute. C'est-à-dire, une accélération, c'est une vitesse qui change au cours du temps. D'accord ? Comme quand vous êtes en voiture, vous accélérez, vous changez votre vitesse au cours du temps. C'est juste ça une accélération. Vous pouvez même, alors cette vitesse, elle peut soit diminuer, soit augmenter, mais dans les deux cas, on parle d'accélération. C'est l'accélération et l'accélération, mais en termes global, c'est l'accélération. En fait, la chute, le petit g, la gravité, c'est ça, c'est une accélération de chute. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire 10 mètres par seconde carrée? Ça veut dire que toutes les secondes de chute, vous gagnez une vitesse de 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde, c'est une vitesse, vous avez plus l'habitude des km/h, et vous pouvez convertir les km/h en mètres par seconde, c'est juste une histoire de conversion. Tout ça pour vous faire comprendre ce que c'est déjà que le petit g, qui est une accélération de chute. Quoi. Donc sur Terre, on a cette chute de 10 mètres par seconde carré, vous l'avez, et on connaît la masse de la Terre, voilà, c'est 6 fois 10 puissance 24 kg, on s'en fout un peu de ce résultat, numériquement, vous n'avez pas besoin de retenir ça. Ce qui est important ici dans cette slide, c'est de comparer la Terre avec les autres gaz. En fait, quand on va sur Mars ou la Lune, on se rend compte que la chute est plus lente. Donc, vous avez toute cette image des astronautes là, qui sautent comme ça sur la Lune et qui mettent des plombes à retomber. Ils mettent des plombes parce que le petit g est plus bas. Donc l'accélération est plus basse, ils mettent plus de temps à chuter parce qu'ils accélèrent moins quand ils chutent. Bon bref. Et ça, intuitivement, on peut se dire, c'est comme il y a moins de masse, comme Mars est moins massif que la Terre, et la Lune est moins massive que la Terre, intuitivement on peut se dire que la masse joue un rôle finalement dans la vitesse de chute, dans la gravité. Donc ce qui est vrai, effectivement ça marche assez bien, mais en fait on se rend compte que c'est pas suffisant. La masse n'est pas suffisante, la masse du corps n'est pas suffisante pour expliquer pourquoi on tombe plus ou moins vite. Il faut prendre en compte un autre facteur qui est la taille, qui est le rayon du corps. Et là je vous montre un exemple, pourquoi ça ne marche pas de prendre juste la masse. Ici, c'est la comparaison entre la Terre et Saturne. Dans les deux cas, vous avez le petit g, donc la fameuse gravité, qui est relativement équivalente, qui est autour de 10, sauf que Saturne est 100 fois plus massif que la Terre. Donc là, c'est quand même bizarre, Saturne est 100 fois plus massif, et pourtant, on tombe à la même vitesse. Au niveau de la surface du corps, on tombe à la même vitesse, avec la même accélération. Et en fait, il y a un autre paramètre qui est à prendre en compte, du coup, je voulais spoiler, c'est la taille, et en particulier le rayon. Le rayon de Saturne, il est 10 fois plus important que celui de la Terre, et ce paramètre va jouer un rôle dans le petit g. Bon, j'arrête de teaser. En fait, il y a une relation mathématique qui met en lien justement les fameux 3 paramètres que vous avez, avec lesquels dont je parle depuis tout à l'heure. Le petit g, qui est là, la gravité, le grand L, qui est la masse du corps, et R, le rayon. Donc en fait, vous voyez qu'il y a un lien entre les 3 paramètres, et il y a un grand G qui est la constante gravitationnelle, je la mets de côté pour le moment, enfin, elle n'est pas très importante, c'est une valeur constante qui ne varie pas en fonction du corps qu'on étudie. Mais on voit bien qu'il y a un lien mathématique qui lie ces 3. Et donc, connaissant déjà cette équation, on peut essayer de se dire comment faire pour avoir un peu plus d'informations sur Azeroth. Est-ce qu'on peut faire ce travail aussi pour Azeroth, pour la planète Azeroth, et se demander est-ce qu'on peut évaluer le petit g, la masse et la taille d'Azeroth? Alors, à partir de cette relation, ça va nous aider. On voit que cette relation nous permet d'avoir un des paramètres connaissant les deux. Parce que si, par exemple, vous voulez avoir petit g, il faut connaître la masse et le rayon, et ça suffit. Si vous voulez avoir la masse, il faut petit g et le rayon, et ça suffira. Donc bref, cette relation qui lie les 3 paramètres vous permet d'avoir un paramètre connaissant les deux autres. Okay. Donc ça va être la relation un peu centrale de la présentation, sur laquelle on va se baser pour faire notre développement. Donc là, nous, je préfère vous prévenir d'avance, le rayon, la masse, ça va être la chose qu'on va déduire. En fait, ça va être la dernière chose qu'on va calculer, la masse, à partir de cette équation. Nous, on va essayer d'exploiter le jeu pour avoir le petit g et le rayon, donc la gravité et le rayon du corps. Alors, comment on va faire? On va commencer par petit g. Le petit g, je vous ai dit, c'est la gravité, c'est l'accélération de la chute. On va employer la mécanique newtonienne, donc là, c'est là où on va commencer à rentrer un peu dans les détails
de la physique, bien sûr, avec Isaac Newton connu pour cette prime H tombée d'un arbre. C'est une référence en fait à une extension dans Burning Crusade, pour ceux qui ont joué au jeu. On a un squelette qui a une hache dans la gueule et des pommes à côté. Alors on se demande, on ne sait pas encore si c'est vraiment une référence à Newton, peut-être que les développeurs ont voulu la faire. Je ne suis pas là pour parler d'Isaac Newton en réalité, mais pour parler d'un de ses concepts très importants et fondateurs de sa mécanique, c'est la chute d'un corps. Donc, la chute d'un corps, j'en ai déjà parlé, c'est le G. En fait, c'est la chute quand vous tombez et que rien d'autre que votre propre poids s'applique sur vous. En gros, de base, moi là, je ne bouge pas. Si je suis immobile, c'est parce qu'en fait, il y a deux forces qui se compensent. Il y a à la fois mon propre poids qui est vers le bas, et aussi vous avez ce qu'on appelle la réaction du support. Donc, vous avez le sol qui m'empêche de traverser le sol. Et ces deux forces sont équilibrées de sorte à ce que je ne bouge pas. Bon, c'est un cas particulier. En fait, quand vous êtes en chute libre, c'est-à-dire que là, vous sautez de cet étage-là, ne faites pas ça, bien sûr, c'est imaginaire de tête. Là, vous n'allez plus avoir de réaction de support, vous allez juste avoir votre propre poids qui s'applique. Donc, c'est le cas un peu simplifié de ce qu'on appelle la chute des corps. Et en fait, ce poids, cette fameuse force de poids, en fait, elle est égale à la masse fois la gravité. Okay, donc, c'est là où vous vous rendez compte qu'en fonction de sur quelle planète vous faites votre chute, vous allez avoir une valeur de ce poids qui va être différente puisque la gravité sera différente. Mais bon, bref, passons. En plus de la chute des corps, on va appliquer ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce qu'après ça va devenir compliqué, mais dans cette deuxième loi, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si vous prenez un corps, genre moi là, vous faites la somme de toutes les forces qu'il y a sur moi, donc le poids et la réaction du support, et ben, tout ça, ça va être égal à ma masse fois l'accélération que je vis. Bon là, je ne bouge pas, donc là, je n'ai pas d'accélération. Mais si j'étais dans une situation où je me mettais à accélérer, ben, on pourrait utiliser aussi cette loi-là pour avoir un des paramètres qu'on cherche à avoir. Alors, en tout cas, cette loi s'applique dans tous les cas. Et en fait, on peut la simplifier grandement dans la cas de la chute d'un corps. Si on est dans la chute d'un corps, ça simplifie énormément parce que vous n'avez qu'une seule force, c'est le poids. Je chute, donc c'est P. La somme des forces, ça va être égale à P. Et de l'autre côté, vous avez la masse pour l'accélération. Ok, jusque-là, ça va. On sait que P, c'est quoi? C'est la masse fois la gravité. Donc en fait, là, vous avez ma masse, encore ma masse, G et A. Vous pouvez simplifier les masses, ça vous donne que la gravité égale à l'accélération. Donc voilà une manière d'avoir accès au petit g. Je peux avoir accès à petit g si j'arrive à estimer le A, l'accélération quand je chute. Donc c'est ce qu'on va illustrer sur... bon là, je ne suis pas sûr que l'animation... l'animation a pas marché, c'est pas grave. On peut le faire, vous pouvez le faire en jeu, en fait, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est que vous prenez votre personnage, vous le mettez en l'air d'une manière ou d'une autre. Là, c'était fait avec un droïde en forme de vol. Et le droïde en forme de vol, vous le lâchez dans les airs. En fait, vous êtes en train de simuler une chute libre au moment où vous lâchez votre droïde. D'accord? Je vais retourner en arrière. On va retourner là. Je vais revenir sur les équations. Donc là, c'est la partie un peu technique. Mais je vous ai dit, pour avoir le petit g, il faut avoir l'accélération. Donc là, je vais faire un développement pour vous montrer comment on a l'accélération. L'accélération, c'est quoi? C'est une variation de vitesse au cours du temps. Jusque-là, ça va à peu près. Nous, pour pouvoir approximer l'accélération, on va se mettre dans le cas de la chute libre et on va se placer à deux points différents de la chute. On va définir un point 1. Le point 1, c'est le moment où on active le chronomètre, donc c'est le T0, et c'est le moment où on est immobile aussi. On est immobile, c'est le T1, c'est le point 1. Okay, et on va laisser couler une seconde de chute comme ça, et on va arrêter le chrono, et ça va être notre position 2, ça va être notre point 2. Donc on peut avoir une idée, on va dire, de l'accélération en faisant la différence de vitesse qu'il y a au moment justement, pendant cette seconde de chute. On va faire une différence de vitesse, et on va la diviser par une différence de temps, donc ça va être une seconde, et ça va nous permettre d'avoir une idée un peu grossière de ce que c'est que l'accélération. Pourquoi j'ai choisi ces coordonnées 1 et 2 de cette manière-là? C'est aussi pour simplifier les calculs, mais vous auriez pu choisir d'autres moments de la chute pour faire votre delta, pour faire votre différence. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces points-là, c'est du détail. Ici, lors du début de chute, qu'est-ce qui se passe à la position initiale quand vous passez de la forme de vol à la forme de droïde? Vous ne bougez plus, enfin vous êtes immobile, donc vous n'avez pas de vitesse. Et on a défini que c'était le T1 et le T0. Donc ça permet de simplifier les équations. Parce que si, je suis un peu trop vite, si V1 et T1 égale à 0, donc là, ça c'est égal à 0, ça c'est égal à 0, donc ça veut dire que l'accélération, c'est plus qu'égal à V2 sur T2, donc ça simplifie pas mal les choses.
comment on mesure, comment on a une idée de ce que c'est T2? Bah, en fait, on va le choisir. On a dit que c'était 1 seconde de chute, donc ça nous arrange bien. Donc on sait que T2 est égal à 1 seconde. Maintenant, V2, ça va être la vitesse qu'on a à la position 2. Et c'est quoi une vitesse? C'est une distance divisée par un temps. Donc ça va être la distance parcourue pendant cette seconde de chute, cette distance parcourue pendant le temps donné. Donc ça vous donne bien une vitesse, distance divisée par un temps. Et là, le seul problème la seule chose qui nous manque, c'est d'avoir une idée de la distance parcourue. Donc comment on fait? Bon, en fait, on va se servir d'un mètre étalon. Ça va être le personnage. En fait, on sait que nous, on joue, dans ce cas-là, c'est une druidesse elfe de la nuit. Donc on sait que notre elfe de la nuit a une certaine taille qui est donnée par les paramètres du jeu. Et donc on peut se baser sur ce mètre étalon, on va dire la taille du personnage, pour évaluer quelle est sa chute en 1 seconde. Voilà, c'est pousser vraiment très très loin l'analyse, mais comme ça on a une idée de la chute. Bon, pour ceux qui ont éventuellement lâché, parce qu'on est à des degrés de complexité un peu élevés sur la mécanique newtonienne, il est vrai, sachez qu'on approxime comme ça l'accélération. Je vous passe les détails numériques, etc. À la fin, on obtient une accélération de 30 mètres par seconde carré. Et vous vous souvenez, pour la Terre, c'était 10 mètres par seconde carré. Donc là, on est à un niveau 3 fois plus élevé. On a une accélération 3 fois plus élevée. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on chute sur Azeroth, on chute très très vite. Enfin, c'est-à-dire que la vitesse augmente très rapidement, puisque l'accélération est plus élevée. Donc c'est comme si on avait une planète qui est 3 fois plus attirante. Bon, ok, c'est les résultats. Pour le moment, on en discutera après de la valeur, du réalisme de ce résultat-là. Ensuite, donc ça c'est le petit g. L'objectif c'est d'avoir une idée des différents paramètres, aussi de la masse, avec l'équation que je vous ai montrée tout à l'heure. Bon, bref. Là, on va chercher R, le rayon. Bon, R, on va s'en servir. On va se servir d'une cinématique dans laquelle on voit un grand méchant qui s'appelle Sargeras et qui veut détruire Azeroth. Puis dans cette cinématique-là, il se sert d'une épée. Or, cette épée, elle apparaît aussi en jeu, dans une zone du jeu, et on peut avoir une idée du coup de la taille de l'épée, tout simplement en se mettant dans le jeu. Pareil, en se servant de l'étalon personnage, on sait que notre personnage fait une certaine taille, et après on peut mesurer comme ça la taille de l'épée en jeu. Donc ça nous permet d'approcher finalement la taille de l'épée dans le jeu. Et une fois qu'on a la taille de l'épée dans le jeu, on peut tout simplement se servir maintenant de la cinématique. Dans cette cinématique, on sait, on a la taille de l'épée qu'on a mesurée grâce au jeu vidéo, et on peut avoir une idée de la taille d'Azeroth, puisqu'on a un élément de la planète ici, et on peut finalement extrapoler et faire le tour entier de toute la circonférence de la planète. Et donc pareil, à partir du mètre étalon que constitue maintenant l'épée, on peut avoir une idée du rayon d'Azeroth. Voilà une manière un peu détournée d'avoir le rayon de la planète. Donc c'est un rayon de 4000 mètres, et en fait c'est un rayon extrêmement faible par rapport à la Terre qui est plutôt 1000 fois plus élevée. Sur Terre on est plutôt à 4000 km, de 4000 mètres. Donc, bref, prenons ce résultat tel qu'il est, d'accord? Et enfin, appliquons cette fameuse formule que je vous ai introduite un peu plus tôt. Dans cette formule, vous avez donc, je rappelle, le petit g qui est lié à la masse et le r. Nous, on a réussi à avoir le g grâce à l'accélération de chute. On a le r grâce à la cinématique et en jeu la taille de l'épée, tout ça, le développement que j'ai fait. Maintenant, on peut avoir le m, en fait, tout simplement. Vous savez qu'avec une équation, vous pouvez changer les termes et isoler un terme. Donc là, on va isoler la masse, et on peut avoir du coup une idée approximative de la masse d'Azeroth, qui est de 8 fois 10 puissance 18 kg. Bon, là un nombre comme ça veut un peu rien dire. L'objectif, c'est plutôt de comparer avec la Terre. Parce que maintenant qu'on a ces paramètres, le rayon, la gravité et la masse, finissons par comparer avec la Terre. En fait, on se retrouve avec un monde Azeroth qui est vraiment très très différent de la Terre, au niveau de ces paramètres-là en tout cas, puisque Azeroth va être environ 1000 fois plus petite que la Terre, son rayon extrêmement faible. Bon, là j'ai mis à titre comparatif, c'est pas à l'échelle, mais imaginez qu'elle est extrêmement faible, Azeroth en termes de taille. Elle est 1 million de fois moins massive aussi, donc c'est un corps très peu massif, et pourtant elle est quand même 3 fois plus attirante. En fait, même si elle est moins massive, elle est quand même tellement petite que sa masse est concentrée, la densité de matière est tellement, le corps est tellement dense que finalement on se retrouve avec une planète qui est extrêmement attirante où la chute est particulièrement importante. Voilà, donc on pourrait discuter longtemps de ces résultats, mais et voir à quel point finalement on a des choses, on se retrouve avec des éléments qui
semble assez peu réaliste. Il n'y a aucun corps dans l'univers connu qui puisse avoir, on va dire, cette densité de matière là, concentrée en un point, sans devenir un trou noir en général. Et même les trous noirs, ils sont plus denses que ça. Et les corps qui ne sont pas des trous noirs, mais qui existent quand même dans l'univers, c'est des étoiles à neutrons. Et les densités d'étoiles à neutrons, en fait, elles sont bien plus élevées que ça. Et là, on est dans un corps dont la densité est un peu bâtarde. Elle n'est pas au niveau des planètes telles qu'on les connaît. Et elle n'est pas non plus assez élevée en ordre de grandeur pour être proche des étoiles à neutrons. Donc bref, c'est un corps qui, d'un point de vue astrophysique, n'a aucun sens. Voilà, tout ça, donc peut-être vous êtes déçus, je vous ai fait un développement pour vous dire que ça n'avait pas de sens. Mais l'important, c'est pas tant de donner du sens à finalement à un développement scientifique, mais plus de vous accompagner dans une démarche intellectuelle. En conclusion, vous montrer que, bon, Azeroth défie les lois de notre univers. Cela dit, il y a un paramètre qu'on n'a pas changé, c'est le grand G, la fameuse constante gravitationnelle. Peut-être qu'elle est différente dans le monde d'Azeroth. Ça nous arrangerait bien, on pourrait la changer de sorte à ce que ça fonctionne. On ne va pas commencer à tricher non plus, hein. Ne soyons pas malhonnêtes. Bon, bref. Deuxième point important, finalement, le réalisme scientifique n'est pas une contrainte mais une opportunité pour vulgariser, c'est-à-dire que oui, c'est pas réaliste, ça marche pas, enfin ça donne des trucs un peu incohérents, mais pourtant, j'en ai profité pour vous parler des corps du système solaire. J'ai réintroduit la notion de mécanique newtonienne. Voilà, j'ai essayé de vous filer quelques infos, même si il y a peut-être des développements qui vous ont échappé, ça vous a peut-être réactivé 2-3 petites choses. Et enfin, je voulais conclure plus généralement parlant, parce que là, je vous ai donné un cas particulier d'en haut, mais encore une fois, il s'agit plutôt d'étendre cette mentalité à plein d'univers différents de fiction. Vous pouvez vraiment jouer avec ce qu'on sait de la physique, avec ce qu'on sait, enfin, je parle de la physique, mais vous pouvez aussi appliquer plein de disciplines scientifiques. En fait, une des disciplines scientifiques la plus exploitable dans un univers de fiction comme celui de WoW, c'est l'histoire. L'histoire qui est une science, et en fait, le lore est tellement riche qu'on pourrait chercher tous les éléments de lore qui sont inspirés de vrais éléments historiques. Et ça pourrait être un travail d'historien assez conséquent que de faire ça. Et là, je me suis amusé à faire plutôt de la planétologie. Vous pouvez aussi faire de la biologie en faisant de la comparaison d'espèces. Enfin, ce serait les comparaisons des races du jeu et faire des liens de parenté, tracer des arbres de parenté justement entre les espèces. Il y a plein de manières de tacler un univers en utilisant des sciences différentes. Voilà, je voulais juste vous montrer un exemple et vous dire aussi que c'est applicable à tout un tas d'univers. Et je vous remercie pour votre attention.